André Gide. La symphonie pastorale. Premier cahier. « 29 février. Tout occupé par mes comparaisons, je n'ai point dit encore l'immense plaisir que Gertrude avait pris à ce concert de Neuchâtel. On y jouait précisément la symphonie pastorale. Je dis précisément, car il n'est, on le comprend aisément, pas une œuvre que j'eusse pu davantage souhaiter de lui faire entendre. Longtemps, après que nous eûmes quitté la salle de concert, Gertrude restait encore silencieuse et comme noyée dans l'extase. « Est-ce que vraiment ce que vous voyez est aussi beau que cela ?» dit-elle enfin. « Aussi beau que quoi, ma chérie ?» Que cette scène au bord du ruisseau. Je ne lui répondis pas aussitôt, car je réfléchissais que ces harmonies ineffables peignaient non point le monde tel qu'il était, mais bien tel qu'il aurait pu être, qu'il pourrait être, sans le mal et sans le péché. Et jamais encore je n'avais osé parler à Gertrude du mal, du péché, de la mort. Ceux qui ont des yeux, dis-je enfin, ne connaissent pas leur bonheur. Mais moi qui n'en ai point, s'écria-t-elle aussitôt. Je connais le bonheur d'entendre. Elle se serrait contre moi tout en marchant, et elle pesait à mon bras, comme font les petits enfants. Pasteur, est-ce que vous sentez combien je suis heureuse ? Non, non, je ne dis pas cela pour vous faire plaisir. Regardez-moi. Est-ce que cela ne se voit pas sur le visage, quand ce que l'on dit n'est pas vrai ? Moi, je le reconnais si bien à la voix. Vous souvenez-vous du jour où vous m'avez répondu que vous ne pleuriez pas, après que ma tante... C'est ainsi qu'elle appelait ma femme. Vous avez reproché de ne rien savoir faire pour elle ? Je me suis écriée. « Pasteur, vous mentez !» Oh, je l'ai senti tout de suite à votre voix, que vous ne me disiez pas la vérité. Je n'ai pas eu besoin de toucher vos joues pour savoir que vous aviez pleuré. Et elle répéta très haut. Non, je n'avais pas besoin de toucher vos joues. Ce qui me fit rougir, parce que nous étions encore dans la ville et que des passants se retournèrent. Cependant, elle continuait. Il ne faut pas chercher à m'en faire accroire, voyez-vous. D'abord, parce que ça serait très lâche de chercher à tromper une aveugle. Et puis parce que ça ne prendrait pas, ajouta-t-elle en riant. Dites-moi, pasteur, vous n'êtes pas malheureux, n'est-ce pas ? Je portai sa main à mes lèvres, comme pour lui faire sentir, sans le lui avouer, que partie de mon bonheur venait d'elle, tout en répondant « Non, Gertrude, non, je ne suis pas malheureux. Comment serais-je malheureux ? Vous pleurez quelquefois pourtant. J'ai pleuré quelquefois. Pas depuis la fois que j'ai dit. Non, je n'ai plus repleuré depuis. Et vous n'avez plus eu envie de pleurer ? Non, Gertrude. Et dites, est-ce qu'il vous est arrivé, depuis, d'avoir envie de mentir ? Non, cher enfant. Pouvez-vous me promettre de ne jamais chercher à me tromper ? Je le promets. Eh bien, dites-moi tout de suite, est-ce que je suis jolie ? Cette brusque question m'interloqua, d'autant plus que je n'avais point voulu, jusqu'à ce jour, accorder attention à l'indéniable beauté de Gertrude, et je tenais pour parfaitement inutile, au surplus, qu'elle en fût elle-même avertie. « Que t'importe de le savoir ?» lui dis-je aussitôt. « Cela, c'est mon souci, » reprit-elle. « Je voudrais savoir si je ne... Comment dites-vous cela ? Si je ne détonne pas trop dans la symphonie. À qui d'autre demanderais-je cela, pasteur ? Un pasteur n'a pas à s'inquiéter de la beauté des visages, dis-je, me défendant comme je pouvais. Pourquoi ?
Parce que la beauté des âmes lui suffit, Vous préférez me laisser croire que je suis laide. dit-elle alors avec une moue charmante, de sorte que, n'y tenant plus, je m'écriai « Gertrude, vous savez bien que vous êtes jolie. » Elle se tut, et son visage prit une expression très grave dont elle ne se départit plus jusqu'au retour. Aussitôt rentrée, Amélie trouva le moyen de me faire sentir qu'elle désapprouvait l'emploi de ma journée. Elle aurait pu me le dire auparavant, mais elle nous avait laissé partir, Gertrude et moi, sans mot dire, selon son habitude de laisser faire et de se réserver ensuite le droit de blâmer. Du reste, elle ne me fit point précisément des reproches, mais son silence même était accusateur, car n'eût-il pas été naturel qu'elle s'informât de ce que nous avions entendu, puisqu'elle savait que je menais Gertrude au concert? La joie de cet enfant n'eût-elle pas été augmentée par le moindre intérêt qu'elle eût senti que l'on prenait à son plaisir? Amélie, du reste, ne demeurait pas silencieuse, mais elle semblait mettre une sorte d'affectation à ne parler que des choses les plus indifférentes. Et ce ne fut que le soir, après que les petits furent allés se coucher, que, l'ayant prise à part, et lui ayant demandé sévèrement « Tu es fâché de ce que j'ai mené Gertrude au concert ?» j'obtins cette réponse. « Tu fais pour elle ce que tu n'aurais fait pour aucun des tiens. » C'était donc toujours le même grief et le même refus de comprendre que l'on fête l'enfant qui revient, mais non point ceux qui sont demeurés, comme le montre la parabole. Il me peinait aussi de ne la voir tenir aucun compte de l'infirmité de Gertrude, qui ne pouvait espérer d'autre fête que celle-là. Et si, providentiellement, je m'étais trouvé libre de mon temps ce jour-là, moi qui suis si requis d'ordinaire, le reproche d'Amélie était d'autant plus injuste qu'elle savait bien que chacun de mes enfants avait soit un travail à faire, soit quelque occupation qui le retenait, et qu'elle-même, Amélie, n'a point de goût pour la musique, de sorte que, lorsqu'elle disposerait de tout son temps, jamais il ne lui viendrait à l'idée d'aller au concert, lors même que celui-ci se donnerait à notre porte. Ce qui me chagrinait davantage, c'est qu'Amélie eût osé dire cela devant Gertrude, car, bien que j'eusse pris ma femme à l'écart, elle avait élevé la voix assez pour que Gertrude l'entendît. Je me sentais moins triste qu'indigné, et quelques instants plus tard, comme Amélie nous avait laissés, m'étant approché de Gertrude, je pris sa petite main frêle et, la portant à mon visage, « Tu vois, cette fois je n'ai pas pleuré. » « Non, cette fois c'est mon tour. » dit-elle, en s'efforçant de me sourire. Et son beau visage qu'elle levait vers moi, je vis soudain qu'il était inondé de larmes. 8 mars. Le seul plaisir que je puisse faire à Amélie, c'est de m'abstenir de faire les choses qui lui déplaisent. Ces témoignages d'amour, tout négatifs, sont les seuls qu'elle me permette. À quel point elle a déjà rétréci ma vie, c'est ce dont elle ne peut se rendre compte. Ah, plût à Dieu qu'elle réclamât de moi quelque action difficile. Avec quelle joie j'accomplirais pour elle le téméraire, le périlleux. Mais on dirait qu'elle répugne à tout ce qui n'est pas coutumier, de sorte que le progrès dans la vie n'est pour elle que d'ajouter de semblables jours au passé. Elle ne souhaite pas, elle n'accepte même pas de moi des vertus nouvelles, ni même un accroissement des vertus reconnues. Elle regarde avec inquiétude, quand ce n'est pas avec réprobation, tout l'effort de l'âme
qui veut voir dans le christianisme autre chose qu'une domestication des instincts. Je dois avouer que j'avais complètement oublié, une fois à Neuchâtel, d'aller régler le compte de notre mercière, ainsi qu'Amélie m'en avait prié, et de lui rapporter une boîte de fil. Mais j'en étais ensuite beaucoup plus fâché contre moi qu'elle ne pouvait être elle-même, et d'autant plus que je m'étais bien promis de n'y pas manquer, sachant du reste que celui qui est fidèle dans les petites choses le sera aussi dans les grandes, et craignant les conclusions qu'elle pouvait tirer de mon oubli. J'aurais même voulu qu'elle m'en fît quelques reproches, car sur ce point, certainement, j'en méritais. Mais comme il advient surtout, le grief imaginaire l'emportait sur l'imputation précise. Ah, que la vie serait belle et notre misère supportable si nous nous contentions des mots réels, sans prêter l'oreille aux fantômes et aux monstres de notre esprit. Mais je me laisse aller à noter ici ce qui ferait plutôt le sujet d'un sermon. Matthieu 12, 29. N'ayez point l'esprit inquiet. C'est l'histoire du développement intellectuel et moral de Gertrude que j'ai entrepris de tracer ici. J'y reviens. J'espérais pouvoir suivre ici ce développement pas à pas, et j'avais commencé d'en raconter le détail. Mais outre que le temps me manque pour en noter minutieusement toutes les phases, il m'est extrêmement difficile aujourd'hui d'en retrouver l'enchaînement exact. Mon récit m'entraînant, j'ai rapporté d'abord des réflexions de Gertrude, des conversations avec elle, beaucoup plus récentes, et celui qui par aventure lirait ces pages s'étonnera sans doute de l'entendre s'exprimer aussitôt avec tant de justesse et raisonner si judicieusement. C'est aussi que ses progrès furent d'une rapidité déconcertante. J'admirais souvent avec quelle promptitude son esprit saisissait l'aliment intellectuel que j'approchais d'elle, et tout ce dont il pouvait s'emparer, le faisant sien par un travail d'assimilation et de maturation continuelle. Elle me surprenait, précédant sans cesse ma pensée, la dépassant, et souvent, d'un entretien à l'autre, je ne reconnaissais plus mon élève. Au bout de peu de mois, il ne paraissait plus que son intelligence avait sommeillé si longtemps. Même, elle montrait plus de sagesse déjà que n'en ont la plupart des jeunes filles que le monde extérieur dissipe et dont maintes préoccupations futiles absorbent la meilleure attention. Au surplus, elle était, je crois, sensiblement plus âgée qu'il ne nous avait paru d'abord. Il semblait qu'elle prétendît tourner à profit sa cécité, de sorte que j'en venais à douter si, sur beaucoup de points, cette infirmité ne lui devenait pas un avantage. Malgré moi, je la comparais à Charlotte, et lorsque parfois il m'arrivait de faire répéter à celle-ci sa leçon, voyant son esprit tout distrait par la moindre mouche qui vole, je pensais, tout de même, comme elle m'écouterait mieux si seulement elle n'y voyait pas. Il va sans dire que Gertrude était très avide de lecture, mais soucieux d'accompagner le plus possible sa pensée, je préférais qu'elle ne lût pas beaucoup, ou du moins pas beaucoup sans moi, et principalement la Bible, ce qui peut paraître bien étrange pour un protestant. Je m'expliquerai là-dessus. Mais avant que d'aborder une question si importante, je veux relater un petit fait qui a rapport à la musique et qu'il faut situer, autant qu'il m'en souvient, peu de temps après le concert de Neuchâtel. Oui, ce concert avait eu lieu, je crois, 3 semaines avant les vacances d'été qui ramenèrent Jacques près de nous. Entre-temps, il m'était arrivé plus d'une fois d'asseoir Gertrude devant le petit harmonium de notre chapelle, que tient d'ordinaire mademoiselle de la M,
chez qui Gertrude habite à présent. Louise de la M n'avait pas encore commencé l'instruction musicale de Gertrude. Malgré l'amour que j'ai pour la musique, je n'y connais pas grand-chose et ne me sentais guère capable de rien lui enseigner lorsque je m'asseyais devant le clavier auprès d'elle. « Non, laissez-moi. » m'a-t-elle dit dès les premiers tâtonnements. Je préfère essayer seule. Et je la quittais d'autant plus volontiers que la chapelle ne me paraissait guère un lieu décent pour m'y enfermer seul avec elle, autant par respect pour le saint lieu que par crainte des racontards. Encore qu'à l'ordinaire, je m'efforce de n'en point tenir compte. Mais il s'agit ici d'elle et non plus seulement de moi. Lorsqu'une tournée de visite m'appelait de ce côté, je l'emmenais jusqu'à l'église et l'abandonnais donc durant de longues heures souvent, puis allais la reprendre au retour. Elle s'occupait ainsi patiemment à découvrir des harmonies et je la retrouvais vers le soir, attentive, devant quelque consonance qui la plongeait dans un ravissement prolongé. Un des premiers jours d'août, il y a à peine un peu plus de 6 mois de cela, n'ayant point trouvé chez elle une pauvre veuve à qui j'allais porter quelque consolation, je revins pour prendre Gertrude à l'église où je l'avais laissée. Elle ne m'attendait point si tôt, et je fus extrêmement surpris de trouver Jacques auprès d'elle. Ni l'un ni l'autre ne m'avaient entendu entrer, car le peu de bruit que je fis fut couvert par les sons de l'orgue. Il n'est point dans mon naturel d'épier, mais tout ce qui touche à Gertrude me tient au cœur. Amortissant donc le bruit de mes pas, je gravis furtivement les quelques marches de l'escalier qui mène à la tribune. Excellent poste d'observation. Je dois dire que, tout le temps que je demeurai là, je n'entendis pas une parole que l'un et l'autre n'eussent aussi bien dite devant moi. Mais il était contre elle, et, à plusieurs reprises, je le vis qui prenait sa main pour guider ses doigts sur les touches. N'était-il pas étrange déjà qu'elle acceptât de lui des observations et une direction dont elle m'avait dit précédemment qu'elle préférait se passer? J'en étais plus étonné, plus peiné, que je n'aurais voulu me l'avouer à moi-même, et déjà je me proposais d'intervenir lorsque je vis Jacques tout à coup tirer sa montre. « Il est temps que je te quitte à présent, dit-il. Mon père va bientôt revenir. » Je le vis alors porter à ses lèvres la main qu'elle lui abandonna. Puis il partit. Quelques instants après, ayant redescendu sans bruit l'escalier, j'ouvris la porte de l'église de manière qu'elle pût l'entendre et croire que je ne faisais que d'entrer. « Eh bien, Gertrude, es-tu prête à rentrer? L'orgue va bien ?» « Oui, très bien. » me dit-elle de sa voix la plus naturelle. « Aujourd'hui, j'ai vraiment fait quelques progrès. » Une grande tristesse emplissait mon cœur, mais nous ne fîmes ni l'un ni l'autre aucune allusion à ce que je viens de raconter. Il me tardait de me trouver seul avec Jacques. Ma femme, Gertrude et les enfants se retiraient d'ordinaire assez tôt après le souper, nous laissant tous deux prolonger studieusement la veillée. J'attendais ce moment. Mais, devant que de lui parler, je me sentis le cœur si gonflé et par des sentiments si troublés que je ne savais ou n'osais aborder le sujet qui me tourmentait. Et ce fut lui qui brusquement rompit le silence en m'annonçant sa résolution de passer toutes les vacances auprès de nous. Or, peu de jours auparavant, il nous avait fait part d'un projet de voyage dans les Hautes-Alpes, que ma femme et moi avions grandement approuvé. Je savais que mon ami T, qu'il choisissait pour compagnon de route, l'attendait. Aussi,
m'apparut-il nettement que ce revirement subit n'était point sans rapport avec la scène que je venais de surprendre. Une grande indignation me souleva d'abord, mais craignant, si je m'y laissais aller, que mon fils ne se fermât à moi définitivement, craignant aussi d'avoir à regretter des paroles trop vives, je fis un grand effort sur moi-même, et du ton le plus naturel que je pus, « Je croyais que T comptait sur toi, lui dis-je. »« Oh, reprit-il, il n'y comptait pas absolument, et du reste, il ne sera pas en peine de me remplacer. Je me repose aussi bien ici que dans l'Oberland, et je crois vraiment que je peux employer mon temps mieux qu'à courir les montagnes. »« Enfin, dis-je, tu as trouvé ici de quoi t'occuper ?» Il me regarda, percevant dans le ton de ma voix quelque ironie, mais comme il n'en distinguait pas encore le motif, il reprit d'un air dégagé, « Ah, vous savez que j'ai toujours préféré le livre à l'alpenstock. »« Oui, mon ami, fis-je en le regardant à mon tour fixement, mais ne crois-tu pas que les leçons d'accompagnement à l'harmonium présentent pour toi encore plus d'attrait que la lecture ?» Sans doute il se sentit rougir, car il mit sa main devant son front, comme pour s'abriter de la clarté de la lampe. Mais il se ressaisit presque aussitôt, et d'une voix que j'aurais souhaité moins assurée, « Ne m'accusez pas trop, mon père. Mon intention n'était pas de vous rien cacher, et vous devancez de bien peu l'aveu que je m'apprêtais à vous faire. » Il parlait posément, comme on lit un livre, achevant ses phrases avec autant de calme, semblait-il, que s'il ne se fût pas agi de lui-même. L'extraordinaire possession de soi dont il faisait preuve achevait de m'exaspérer. Sentant que j'allais l'interrompre, il leva la main, comme pour me dire « Non, vous pourrez parler ensuite, laissez-moi d'abord achever. » Mais je saisis son bras et, le secouant, « Plutôt que de te voir porter le trouble dans l'âme pure de Gertrude, m'écriai-je impétueusement, ah, je préférerais ne plus te revoir. Je n'ai pas besoin de tes aveux. Abuser de l'infirmité, de l'innocence, de la candeur, mais c'est une abominable lâcheté dont je ne t'aurais jamais cru capable, et de m'en parler avec ce détestable sang-froid. Écoute-moi bien. J'ai charge de Gertrude, et je ne supporterai pas un jour de plus que tu lui parles, que tu la touches, que tu la vois. Mais, mon père, reprit-il sur le même ton tranquille et qui me mettait hors de moi, croyez bien que je respecte Gertrude autant que vous pouvez faire vous-même. Vous vous méprenez étrangement si vous pensez qu'il entre quoi que ce soit de répréhensible, je ne dis pas seulement dans ma conduite, mais dans mon dessein même et dans le secret de mon cœur. J'aime Gertrude, et je la respecte, vous dis-je, autant que je l'aime. L'idée de la troubler, d'abuser de son innocence et de sa cécité, me paraît aussi abominable qu'à vous. Puis il protesta que ce qu'il voulait être pour elle, c'était un soutien, un ami, un mari, qu'il n'avait pas cru devoir m'en parler avant que sa résolution de l'épouser fût prise, que cette résolution, Gertrude elle-même ne la connaissait pas encore, et que c'était à moi qu'il en voulait parler d'abord. « Voici l'aveu que j'avais à vous faire, » ajouta-t-il, « et je n'ai rien d'autre à vous confesser, croyez-le. » Ces paroles m'emplissaient de stupeur. Tout en les écoutant, j'entendais mes tempes battre. Je n'avais préparé que des reproches, et, à mesure qu'il m'enlevait toute raison de m'indigner, je me sentais plus désemparé, de sorte qu'à la fin de son discours, je ne trouvais plus rien à lui dire. « Allons nous coucher, fis-je enfin, après un assez long silence. Je m'étais levé
et lui posai la main sur l'épaule. « Demain, je te dirai ce que je pense de tout cela. Dites-moi du moins que vous n'êtes plus irrité contre moi. J'ai besoin de la nuit pour réfléchir. » Quand je retrouvai Jacques le lendemain, il me sembla vraiment que je le regardais pour la première fois. Il m'apparut tout à coup que mon fils n'était plus un enfant, mais un jeune homme. Tant que je le considérais comme un enfant, cet amour que j'avais surpris pouvait me sembler monstrueux. J'avais passé la nuit à me persuader qu'il était tout naturel et normal, au contraire. D'où venait que mon insatisfaction n'en était que plus vive? C'est ce qui ne devait s'éclairer pour moi qu'un peu plus tard. En attendant, je devais parler à Jacques et lui signifier ma décision. Or, un instinct aussi sûr que celui de la conscience m'avertissait qu'il fallait empêcher ce mariage à tout prix. J'avais entraîné Jacques dans le fond du jardin. C'est là que je lui demandai d'abord « T'es-tu déclaré à Gertrude ?»« Non, me dit-il. Peut-être sent-elle déjà mon amour, mais je ne le lui ai point avoué. Eh bien, tu vas me faire la promesse de ne pas lui en parler encore. Mon père, je me suis promis de vous obéir, mais ne puis-je connaître vos raisons ?» J'hésitais à lui en donner, ne sachant trop si celle qui me venait d'abord à l'esprit était celle même qu'il importait le plus de mettre en avant. À dire vrai, la conscience, bien plutôt que la raison, dictait ici ma conduite. « Gertrude est trop jeune, dis-je enfin. Songe qu'elle n'a pas encore communié. Tu sais que ce n'est pas une enfant comme les autres, hélas, et que son développement a été beaucoup retardé. Elle ne serait sans doute que trop sensible, confiante comme elle est, aux premières paroles d'amour qu'elle entendrait. C'est précisément pourquoi il importe de ne pas les lui dire. S'emparer de ce qui ne peut se défendre, c'est une lâcheté. Je sais que tu n'es pas un lâche. Tes sentiments, dis-tu, n'ont rien de répréhensible. Moi, je les dis coupables, parce qu'ils sont prématurés. La prudence que Gertrude n'a pas encore, c'est à nous de l'avoir pour elle. C'est une affaire de conscience. Jacques a ceci d'excellent qu'il suffit pour le retenir de ces simples mots. Je fais appel à ta conscience, dont j'ai souvent usé lorsqu'il était enfant. Cependant, je le regardais et pensais que, si elle pouvait y voir, Gertrude ne laisserait pas d'admirer ce grand corps svelte, à la fois si droit et si souple, ce beau front sans rides, ce regard franc, ce visage enfantin encore, mais que semblait ombrer une soudaine gravité. Il était nu-tête, et ses cheveux cendrés, qu'il portait alors assez longs, bouclaient légèrement à ses tempes et cachaient ses oreilles à demi. « Il y a ceci que je veux te demander encore, » repris-je en me levant du banc où nous étions assis. « Tu avais l'intention, disais-tu, de partir après-demain. Je te prie de ne pas différer ce départ. Tu devais rester absent tout un mois. Je te prie de ne pas raccourcir d'un jour ce voyage. C'est entendu ? Bien, mon père, je vous obéirai. » Il me parut qu'il devenait extrêmement pâle, au point que ses lèvres mêmes étaient décolorées. Mais je me persuadais que, pour une soumission si prompte, son amour ne devait pas être bien fort, et j'en éprouvais un soulagement indicible. Au surplus, j'étais sensible à sa docilité. « Je retrouve l'enfant que j'aimais, » lui dis-je doucement, et, le tirant à moi, je posai mes lèvres sur son front. Il y eut de sa part un léger recul,
mais je ne voulus pas m'en affecter.